tome 1. Et dans le tome 2, on peut, pour finir, on peut dire, on trouve, dans la première partie, on trouve quels sont les impacts de ces violations des droits de l'homme. Parce que l'on peut voir la violation des droits de l'homme comme une épidémiologie de la souffrance. Alors ça veut dire combien de morts, combien de tués, combien de disparus, combien de personnes qui ont subi la torture. Ça, ce sont les numéros. Non? Mais il faut voir quels sont les impacts que toutes ces situations a créé dans les populations, dans les victimes directes, dans les familles. Le Sahara, c'est un peuple, le peuple sahraoui, qui était séparé, qui est encore séparé pendant 37 années. Et alors, la séparation forcée est un très fort stresseur, un fort impact psychologique. C'est un peuple aussi qui vit dans une situation d'abandon. Il n'y a pas d'une part de l'isolement du Sahara occidental, d'autre part le campement de réfugiés dans une situation d'abandon. Il y a pendant 37 années il n'y a pas un futur. Qu'est-ce que c'est le futur? Le futur, le retour. La situation de réfugiés est normalement vue comme un problème d'aide humanitaire et n'est pas comme un problème de droits de l'homme. Les réfugiés, ils sont les conséquences des bombardements, ils sont les conséquences de la violation des droits de l'homme, les propres situations d'être réfugié et une violation des droits de l'homme. Alors il doit être appliqué le principe de Pinheiro, le retour des populations, les mesures pour la protection des droits de réfugiés, et ne sont pas seulement des personnes qui ont besoin d'aide, mais aussi qui ont subi des violations, qui encore subissent des violations des droits de l'homme. Alors on fait une vision de différents impacts dans les victimes directes, mais aussi deux chapitres. On parle avec les impacts dans les femmes, parce que les femmes sahraouies ont été très frappées par la violence. Et 30% de victimes de disparition forcée temporaire, alors des personnes qui sont restées dans les centres clandestins pendant beaucoup d'années, ils sont des femmes. Et c'est le cas aussi, c'est plus fort en comparaison avec les autres pays qui ont eu de détention politique, pas de disparition forcée temporelle, c'est le cas unique du Sahara, mais ça montre aussi le fort impact de la violence contre les femmes. 40% des femmes que nous avons interviewées, elles ont déclaré de subir des tortures physiques. 20% ils ont subi des tortures, des violences sexuelles. C'est très difficile de parler de la violence sexuelle pour les femmes dans toutes les cultures, même aussi dans la culture sahraoui. Alors, ça montre aussi un niveau d'impact de la violence contre les femmes très fort. Les femmes ont été considérées comme cibles, comme ennemies, de la part de forces militaires, de la force policière, pour leur liaison avec les membres de policière, par être dans les lieux mauvais dans ce moment, pour être sahraoui, pour participer dans les manifestations aussi dans les rues, etc. Alors il y a une concentration de la violence aussi contre les femmes, en termes comparatifs très fort dans le cas des Sahara, et aussi dans les enfants. Nous avons fait des entretiens aussi avec des enfants qui ont subi la torture, qui ont subi la détention arbitraire. Et nous n'avons pas de numéros statistiques pour voir combien d'enfants ils ont été frappés, ils ont été torturés, mais j'ai pris des témoignages des enfants de 13 ans qui ont été détenus, qui ont été torturés, qui ont subi des conséquences pour la torture, comme la surdité par exemple, qu'on doit laisser le CETID après la détention et la torture. Alors, toutes ces situations, normalement, on parle de la violation des droits de l'homme, on parle d'un point de vue plus politique, de la géopolitique du Sahara, et on ne parle pas de ce qui s'est passé avec le peuple, ce qui s'est passé avec les personnes, ce qui s'est passé avec le projet de vie de victimes, etc. Et pour finir, il y a un gros chapitre qui parle d'une agenda pour la transformation du conflit du Sahara. Ça veut dire que la question des droits de l'homme n'est pas seulement une statistique de violence subies, mais aussi c'est une proposition pour la transformation du conflit. Alors ça veut dire qu'il faut avoir une réponse sur la question de la vérité. Il faut rechercher qu'est-ce qui s'est passé dans le Sahara. Il faut que les
mission des Nations Unies à MINURSO ou peut-être une mission de l'autre commissionnaire pour les droits de l'homme doit être un mandat pour vérifier la situation des droits de l'homme dans le Sahara occidental, de l'accampement peut-être aussi, pour pouvoir trouver une solution politique. Non? Le cas du Sahara, c'est l'unique dans le monde que je connais au moins, dans lequel pour les organisations de victimes, ils sont interdits. Ils ne peuvent pas faire leur travail. Alors, c'est incroyable, c'est comme si le maire de la place des maires en Argentine, il serait illégal dans le contexte de l'Argentine pour faire leur travail de soutien des victimes, de soutien psychologique, des programmes de travail, de dénonce, de recherche de la violation des droits de l'homme. Alors, la légalisation, le travail en liberté des organisations des droits de l'homme sahraouis, c'est une précondition pour pouvoir trouver une solution politique. Ce n'est pas une question, la question des droits de l'homme, une question pour l'après. C'est une question pour trouver une solution politique. Non? Et la question du Sahara, c'est l'unique pays aussi dans lequel il y a un cessez-le-feu, mais il n'y a pas un processus de paix avec cessez-le-feu. Nous avons connu le processus de paix de Guatemala, El Salvador, d'autres pays dans le monde, aussi d'Afrique, dans lequel il y a le cessez-le-feu est part d'un processus de construction de la paix. Mais dans le cas du Sahara, il y a 20 ans, un processus, un cessez-le-feu, mais il n'y a pas un processus de paix. Après, alors ça doit changer. Le rôle de la communauté internationale de le Sahara, il doit changer, non? Parce qu'il y a un rapport très asymétrique de force pour une négociation politique. Il doit mettre les conditions pour pouvoir discuter quel est le statut du territoire, etc., dans des conditions de liberté qui doivent permettre après de décider quels sont les voies, quels sont les choix, etc., du peuple sahraoui, mais il doit être fait dans des conditions de liberté pour le faire dans les mêmes conditions. Alors, bon, on discute beaucoup de ces questions dans le livre. On propose aussi, il faut faire un banc des gens, il faut faire des exhumations de cimetières clandestins des fosses communes. Ce sont des programmes qui aussi sont faits dans le Kosovo, Sarajevo, ils sont aidés dans le Guatemala, Argentine, les autres pays. Il faut chercher où ils sont disparus. On ne peut accepter comme une réponse, pas une réponse selon les droits internationaux et les droits des victimes, dire qu'il est mort à cause de les conditions. Nous ne savons pas où est-ce qu'il est. L'État du Maroc, il a dit que nous avons beaucoup d'informations sur ça et nous pouvons dire qu'ils sont morts. Alors, cette information doit être proportionnelle à la victime, à la famille. Sinon, ce manque d'informations dévia une nouvelle coupe contre les personnes. Non? Et alors, il faut démilitariser la situation dans le Sahara occidental pour mettre les conditions pour trouver une solution politique. Alors, la question des droits de l'homme n'est pas une question pour l'après, une précondition pour mettre sur la table quelques situations qui peuvent transformer la dynamique du conflit. Alors, le livre, la recherche, c'est une recherche centrée sur une bonne documentation de les cas, parce que la vérité, c'est une victime aussi dans beaucoup de conflits, et aussi c'est une victime dans les conflits de Sahara. La vérité, on ne parle pas jamais de la vérité, il y a beaucoup de manipulations politiques de l'effet. Alors nous avons tenté de faire une recherche avec la consistance de le travail dans différentes commissions de la vérité. J'ai travaillé dans 4 commissions de la vérité dans différents pays de l'Amérique latine. Alors, la méthodologie, le type de cas, le travail avec les victimes, tout ça s'est concentré dans les rapports. Alors, aussi, comme je vous avais dit déjà, une seconde part quelles sont les possibilités de sortir de cette situation. Ça, c'est très important pour les peuples sahraouis. C'est plus ou moins c'est ça le contenu de tome. On finit le deuxième tome avec une étude quantitative très forte faite par l'équipe de l'université, dans laquelle nous faisons une comparaison entre les données statistiques sur les femmes et les hommes, les conditions dans le Sahara occidental, les conditions dans les campements de réfugiés, les types de violations,
les bombardements disparus et les types de violations de détention arbitraire, etc. Et après, c'est un résumé de tous les témoignages. On peut trouver ici tous les cas que nous avons recueillis et que nous avons fait les entretiens. C'est un petit résumé de demi-page sur les différents cas pour voir quels sont les noms. Ce n'est pas une histoire cachée, c'est une histoire claire. Ils sont les noms, ils sont les dates, ils sont les noms des personnes que nous avons interviewées. Seulement, je crois, peut-être 4 ou 5 personnes ont demandé de témoignages être confidentiels, par la peur. De la peur par la situation. Ce sont des personnes qui on trouve dans les campements de réfugiés, qui ont de peur par la situation de familles qui se trouvent dans le Sahara occidental. Alors, se montre le niveau de peur, le niveau d'impact psychologique aussi. Il y a beaucoup de personnes. Dans le cas du Sahara, beaucoup de victimes. Bon, la plupart des victimes n'ont pas jamais parlé de ce qui nous sont racontés ici. Ils ont des douleurs très dedans la personne. Il est difficile de parler de ça. Il est difficile pour les femmes de parler de ce qui s'est passé. Et je crois que les valeurs le rapport aussi, c'est les valeurs de la confiance de les victimes qui ont pu les victimes avec nous pour nous raconter des histoires très difficiles, très dures, mais très importantes de connaître aussi. Alors, dans le cas de Sahara, il y a une version beaucoup de fois très politisée du conflit, mais il n'y a pas de ce type de basé vraiment sur l'impact de la violation des droits de l'homme dans le peuple. Ça, c'est une question très très importante.